Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, merci. Je reviens un peu sur la présentation qu'a fait Monique tout à l'heure concernant le marché, l'OCM. Sur deux points. L'un qui me semble inquiétant, c'est j'ai cru comprendre l'espèce de massification de marché de façon à pouvoir négocier avec les grandes surfaces. De façon plus efficace à négocier avec les grandes surfaces. Ça voudrait dire qu'on va supprimer toute une frange de marailleurs. Nous, on a au contraire la politique de maintenir des petites, des moyennes et des grosses entreprises. Et ma crainte, ce serait de supprimer ce genre d'entreprises. Et le pire, ce serait qu'il n'y ait plus qu'une ou deux entreprises, par exemple sur le port de Lorient, qui fassent du maraillage, et auquel cas ça poserait un vrai problème après aux pêcheurs même et au marché. Je ne sais pas, peut-être que Patrice pourra nous en dire un mot. Le deuxième point, c'est une erreur qui est faite couramment, que le poisson du jour est le bon poisson et que le poisson du large est le mauvais poisson. Le poisson du jour est le bon poisson quand il est bien traité. Mais un poisson pêché le matin, débarqué le soir au mois de mai, et s'il n'est pas glacé, il sera en bien mauvais état qu'un poisson qui a 8 jours de mer et qui est bien traité à bord du bateau. Donc la date, si on veut être sincère et loyal envers le consommateur, la date de pêche n'est pas un argument. Là aussi, peut-être que Patrice pourra argumenter. Je crois que ce serait dangereux de mettre la date de pêche. Elle ne veut rien dire par rapport à la qualité du poisson. Si on cherche la qualité du poisson, si on cherche à informer le consommateur sur la qualité du poisson, ça me semblerait grave de faire ça. Qu'on mette une date de limite de vente, pourquoi pas, 2 jours après le filetage, et puis on sait aussi que du poisson fileté vit moins longtemps qu'un poisson entier. Enfin, il y a des tas de choses, et avant de s'engager dans ce genre de choses, il faudrait peut-être faire un peu d'analyse pour savoir quelle est la meilleure formule à faire. Voilà. Et puis, je ne sais pas, alors, c'est une question peut-être qui relevait plus précédemment, mais dans le FEAMP, dans le futur FEAMP, quelles sont les actions collectives qui pourraient être financées dans le cadre de la valorisation des produits? Moi, je gère un port de pêche, et donc on a des investissements lourds, et ces investissements ont toujours l'objectif d'améliorer la valorisation du poisson, la traçabilité, la transparence. Est-ce qu'on aura toujours dans le FEAMP ces possibilités? Donc je passe la parole à Patrice Bénard pour les premières questions, et ensuite peut-être à Madame Paria. Oui, donc c'est aussi une interrogation, oui, en tant que marailleur. Ce qui fait la force de l'Orient, c'est précisément que nous avons, comme a dit Maurice, des petits, des moyens, des gros, à savoir que dans ce cas, chaque poisson peut trouver son marché, donc son prix. Dès lors où vous n'avez que deux ou peu de marailleurs en concurrence, ils sont très à l'aise, mais à ce moment-là peuvent s'arranger pour des systèmes d'entente, quoi. Actuellement, tel qu'est le marché, il nous convient dans sa diversité, sa variété, sa richesse. Et parce qu'on sait que le marché du poisson est actuellement pris à 70% par la grande distribution, ça n'est pas du tout un procès d'attention qu'on leur fait, on vit avec. Ce qui nous permet également de devoir travailler avec eux, plus ou moins, mais en nous gardant également, pour les 30% des autres consommateurs de poissons du genre grands, petits distributeurs, poissonniers et collectivités, collèges, lycées, etc., qui consomment également du poisson, nous avons un accès normal à la ressource. Et dès lors où il y aurait des marchés préétablis, à des prix préétablis pour faire plaisir à une certaine élite de la grande distribution, ça enlève toute souplesse et toute clarté dans le marché tel qu'il est établi. Si on peut prendre au niveau de la Bretagne, au titre de marailleurs lorientais, nous avons accès à tous les marchés par l'Internet maintenant, au Pays Bigoudin, à Lorient, à Roscoff, etc., Concarneau, et d'une manière la plus légale possible, quoi. Et je pense qu'en effet, le poisson peut trouver son plus juste prix. Bon, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas plus de poissons qui aient été traités sous la marque, par exemple,
tel qu'on avait établi par Norma Pêche, vraiment que les gens se fédèrent. On le fait, nous, à titre personnel, mais qu'on trouve comme ça une marque collective qui fédère et qui oblige nos acheteurs à se grouper sous cette bannière, de manière à valoriser le produit, parce que c'est quand même une manière très éclairante d'informer les consommateurs. Il faut dire que notre poisson, il a une très belle image. On en profite assez peu en termes de marché, malheureusement, pour le valoriser souvent de manière satisfaisante. Mais la meilleure réclame qu'on puisse faire, c'est que le consommateur continue à venir à nous et continue à nous l'acheter en nous faisant confiance. Méfions-nous également du surétiquetage, parce que là aussi, une surinformation perd un peu, je pense, les consommateurs avec des couleurs chatoyantes, mais qui quelquefois ne veulent rien dire. Si je vous montre une étiquette actuellement telle qu'elle est faite, je trouve qu'il y a pas mal de choses entre le nom officiel commun du poisson en français, son nom latin, sa date de transformation, donc la date d'expédition, etc. Ça fait quand même un joli catalogue de traçabilité dans l'état actuel des choses, quoi. Voilà pour ce que je voulais en dire. Merci. Non, notre intention, certainement pas de supprimer les marailleurs. Le seul... Peut-être j'ai été un peu rapide dans mon propos pour simplifier, mais non, l'idée que nous... De nouveau, la philosophie derrière cette réforme de l'OCM, c'est de dire valorisons davantage les produits qui sont souvent mal connus, déjà, et deuxièmement, qui parfois pâtissent d'un déséquilibre entre les acheteurs, qui est souvent, vous l'avez dit, monsieur, la grande distribution, malgré tout, qui a une force par rapport à l'offre qui est quand même considérable. Donc, l'idée est de trouver des moyens qui vont permettre à la profession de mieux s'organiser pour avoir une position de négociation vis-à-vis de la grande distribution plus forte. Alors, avec les marailleurs, les formules, là de nouveau, ce n'est pas à nous de définir comment le faire, simplement, nous essayons de donner des outils qui vont permettre de mieux le faire et de soutenir toutes les démarches qui seront prises par des organisations de producteurs, mais également par d'autres structures, hein, pour mieux valoriser un produit qui souvent l'est peut-être pas aussi bien qu'il pourrait l'être. La date de capture, oui, c'est vrai que c'est pas un élément en soi qui est peut-être déterminant, mais d'autre part, je crois que tout le monde sait que les produits de la pêche sont des produits qui sont périssables, surtout quand ils sont frais, hein, assez rapidement. Donc je pense que tout consommateur que nous sommes, cherchons à savoir depuis quand ce poisson a été pêché. Alors j'admets que la pêche hauturière peut considérer qu'un poisson qui a été pêché depuis 10 jours, ou peut-être plus, je ne sais pas, que ça peut peut-être avoir un effet un petit peu déstabilisant sur le consommateur. D'un autre côté, là aussi, il y a une politique d'information à faire et de nouveau, les produits, les informations facultatives qu'on propose de mettre peuvent également concerner les qualités de fraîcheur, de maintien, de traitement pendant la marée, etc. Tout en respectant effectivement, on ne va pas mettre des étiquettes d'1 kilomètre sur chaque produit, ça ne sert à rien. Trop d'informations, c'est comme trop de n'importe quoi, ça tue l'information aussi. Donc il faudra, c'est pour ça que nous limitons un nombre relativement bref, court de mentions obligatoires, laissant après à chacun le soin de fournir des informations plus particulières, plus spécifiques à une espèce, à une région, à un produit qui sont laissés à la libre appréciation de ceux qui vont les commercialiser. Et le fait un peu. Les actions collectives, on a retraduit grosso modo, retranscrit ce qu'on a à l'heure actuelle dans le FEP en mettant davantage l'accent sur l'innovation et le développement de mesures plus
plus innovantes, des mesures en matière de formation également, mais grosso modo, les mesures qui existent à l'heure actuelle en matière de transformation et commercialisation sont reconduites dans le nouveau fonds. Oui, j'ai une question et plus une remarque sur l'importation. Pardon. Quand vous avez parlé de l'importation des produits de la pêche de pays hors Union européenne, et notamment la certification sanitaire, déjà à ce niveau-là, il y a quelques remarques à faire sur qui après a la compétence de continuer de contrôler, une fois que le certificat a été donné à une entreprise pour lui permettre d'exporter vers l'Europe, du suivi de la réalité de ce certificat. Mais en plus, il n'y a aucun lien, vu que l'Union européenne s'engage à lutter également contre la pêche INN, entre le certificat qui permet de vendre à l'Union européenne et un réel contrôle des pêches qui fait en sorte qu'il y ait une meilleure traçabilité et un meilleur suivi des politiques régionales des pêches, que ce soit sur les côtes d'Afrique ou d'ailleurs. Et de ce fait-là, où c'est plus une remarque, c'est qu'il faut un meilleur travail entre les DG et une intercommission, enfin au niveau de la Commission européenne, un travail inter-DG pour avoir une meilleure traçabilité, puisque via le certificat permettant l'export vers l'Europe, on arrive à permettre à la pêche interdite, illégale, non déclarée, d'intégrer le marché européen et donc de mettre à mal après tout le processus de valorisation des produits européens. Et cette absence de connexion entre les DG est contre-productif et ne sanctionne finalement que les États européens. Merci. Alors il y a au moins le label en ce qui concerne la pêche à you-you, c'est à la DG Marais, ça c'est déjà une chose. Sur le plan des informations sanitaires, c'est vrai que c'est la direction générale Sanco, mais nous travaillons quand même beaucoup avec eux. Alors il y a peut-être des progrès à faire effectivement en matière on ne les nie pas, il faudra probablement travailler plus dans ce sens. Ce que je voudrais dire quand même, je voudrais vous citer un exemple, c'est que quand l'accident de Fukushima est arrivé, et là on avait quand même de gros problèmes sanitaires et pas uniquement sanitaires, des problèmes véritablement de dangerosité des produits, c'est grâce à et là le travail entre les deux DG a extrêmement bien fonctionné. C'est grâce au certificat de capture qu'on demande dans le cadre de la pêche à you-you, enfin INN, pardon, qu'on a pu déterminer les zones où les poissons étaient pêchés, et pas nécessairement par des entreprises japonaises, mais par des navires qui pêchaient dans des zones où on pouvait considérer, donc avec la date également, où on pouvait considérer que les poissons qui avaient été pêchés là pouvaient être contaminés par les émissions radioactives. Et on a pu, à partir de ce moment-là, faire des sondages en matière je ne connais pas le détail, de radioactivité, enfin de ce qu'on sonde dans ces cas-là, pour déterminer ces produits. Donc là, on a fait quand même, et ça dans un temps record, parce que dès que l'incident de Fukushima est arrivé, on a mis tout ça en œuvre, et on a pu avoir une certitude relativement élevée que les produits qui entraient sur le marché communautaire n'étaient pas des produits contaminés, et ceux qui pouvaient l'être étaient écartés immédiatement. Mais on peut toujours s'améliorer, effectivement. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que la Commission faisait peut-être un peu moins d'efforts pour la marée que peut-être pour les autres. Mais quand on pense, en avril 2004, Ifremer mettait dans un article sur le marin que le poisson était le seul produit naturel et sauvage qui existait encore au monde et qu'il n'était pas vendu à son juste prix. Pourquoi on ne travaille pas un peu plus là-dessus? C'est justement ce qu'on essaie de faire avec cette réforme de l'organisation commune des marchés, de valoriser davantage un produit qui effectivement est un produit naturel, un produit avec des qualités sanitaires et des qualités nutritionnelles exceptionnelles, et qui souvent n'est pas
n'est pas rémunéré à son juste prix pour ceux qui le pêchent. Donc c'est précisément le but de notre réforme de l'organisation commune des marchés. Oui. Je voulais apporter une précision sur, à mon avis, comme disait Maurice, la date de capture n'est pas c'est pas pertinent. Parce que quand vous avez, Patrice Besnard, et ça a été tout son métier, vous avez un allotissement, vous achetez sous criée des lots de poissons qui, eux, arrivent dans votre magasin de marée, et pour faire du filetage, vous avez un lot qui vient de tel bateau, un autre d'un autre bateau, vous avez 4 bateaux à la vente, vous avez de l'importation, tout ça est mélangé au niveau de la criée et arrive sur votre table de travail avec les fileteuses pour tracer à ce moment-là les caisses de poissons. Avec la date de capture, ça va devenir impossible. Impossible. Et si vous mettez ça comme norme avec la grande distribution, je peux vous dire que vous ne pouvez plus vendre le filet de sabre qui sera daté de 4 jours, de 5 jours. Ne mettez surtout pas ces histoires de date de capture. La date de transformation, il y a assez de contrôles sanitaires et des vétérinaires sur les ports de pêche organisés en France pour avoir une traçabilité et une garantie de qualité. Les filets de poisson, il y a des analyses dessus qui sont faites, c'est correct, après c'est tout. Donc c'est plutôt la date de transformation que la date de capture qui est pertinente aujourd'hui, compte tenu du mode de transformation, en particulier du filetage artisanal. Quand vous êtes dans des grandes entreprises en Norvège qui filettent du cabillaud, d'accord, c'est par tonnes. Ils peuvent très bien, eux, tracer à partir de leur machine des grosses badères, mais nous, ici, c'est du filetage manuel, artisanal. Vous ne pourrez pas faire ça. Et vous allez pénaliser, à mon avis, la production locale. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Guy tout de suite. En fait, il y a un vieux diagramme de la FAO, enfin tous les gens qui travaillent dans la transformation du poisson savent bien l'importance de la température sur la conservation du poisson. Et en gros, un poisson, on reprend l'exemple du cabillaud, mais un poisson agadidé, un poisson blanc, on va dire, donc va se conserver, disons, 10 jours sous glace. Donc à 0 plus de 15 jours, donc à 15 degrés, mettons 5-6 jours, et puis après on descend considérablement, voire à 1, 2, 3 jours à plus haute température, quoi. Donc ça c'est un point fondamental, et je voulais rebondir là-dessus sur ce qui avait été dit sur les bateaux. Des vieux bateaux refroidissent mal. Et des chambres froides de vieux bateaux ne sont pas du tout performantes en termes de refroidissement. Et voilà. Et on a en plus, alors maintenant pour les technologistes, pour les gens de l'agroalimentaire, en plus on a des techniques maintenant qui permettent éventuellement de conserver légèrement en dessous de 0 degré, et là qui permettent d'augmenter considérablement les durées théoriques de conservation sous glace, avec ce qu'on appelle des eutectiques, enfin je ne rentre pas dans le détail, mais des systèmes qui permettent d'augmenter dans certains cas jusqu'à 3 semaines, quoi. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que l'importance, parce que c'est pas parce que dans le fond de la cale vous avez presque plus de degrés qu'en haut de la cale il faut que ce soit homogène, et toutes les anciennes installations ne permettent absolument pas ça. Donc c'est pour mettre un peu de l'eau au moulin des nouveaux bateaux. Si je peux me permettre, rien n'empêchera dans le nouveau fonds de financer ce type de modernisation. Au contraire. Au contraire. Oui, donc il y a un mot que je n'ai pas entendu. Il a fallu attendre très longtemps pour entendre marailleur, mais celui que j'ai toujours pas entendu, c'est logistique. Et je suis quand même surpris qu'on n'en ait pas parlé une seule fois, puisque si le produit est d'excellente qualité, une fois qu'il a été travaillé par le marailleur, si derrière, il ne se passe rien, donc ça m'étonne un petit peu qu'on n'en ait pas parlé du tout. Et quand on parle d'importation, si on parle d'importation européenne, on travaille surtout en produits frais. Par contre, si on parle d'importation de pays tiers, à part des produits à très forte valeur qui viennent par avion, le reste est forcément du produit congelé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose sur la logistique à dire ou pas ? Oui, vous avez répondu quasiment. Enfin, la logistique, c'est évidemment fondamental, quoi. Donc, et il y a des tas de. Enfin, tout évolue aussi. C'est pareil. Bon, ce que je disais sur les bateaux, c'est un peu vrai aussi pour la logistique camions et autres.
Non, mais justement, et autres, justement. Mais maintenant, il y a des produits qui se vendent par Internet, par la poste aussi. Hein, donc, c'est vrai que c'est évidemment un point important et fondamental, la logistique. Oui. Oui, merci. Oui, la qualité du poisson se fait au départ, donc se fait sur le bateau. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation de nettoyer et de mettre du produit pour nettoyer les cales au maximum. Il n'y a aucune obligation. C'est une pratique qui se fait quand même depuis plusieurs années, parce que quand je naviguais, donc ça fait 13 ans, j'ai arrêté. Toutes les marées, la cale était nettoyée avec des professionnels. Aujourd'hui, il y a toujours pas cette obligation. Il y a des pêcheurs qui ont eu la surprise de voir qu'après avoir nettoyé leur cale, que leur poisson était de meilleure qualité. Donc ça commence par là. Ensuite, si on veut avoir une certification et une labellisation, je trouve que l'obligation de passer sourrier, ça doit aussi être mis en avant. Or, aujourd'hui, en Bretagne, c'est quand même pratiquement généralisé, mais comme ça revient à ce que je disais avant, ailleurs, c'est pas le cas. Je trouve que le fait de passer un produit sourrier, ça peut déjà le mettre en valeur. Et en plus, aujourd'hui, couplé avec les logbooks électroniques et compagnie, on peut savoir où tel ou tel poisson a été pêché. Parce que suivant l'endroit où le navire a travaillé, et on a la preuve avec le logbook électronique, on peut déterminer tel ou tel poisson. Aude Corfer, région Bretagne. Moi, j'aurais une question adressée à la Commission par rapport à la manière dont la Commission, justement, propose d'articuler l'atteinte du RMD aux problématiques de marché. Donc, je ne sais pas... Moi, aujourd'hui, dans le texte de la Commission, je n'y trouve pas de réponse. Donc, je souhaiterais avoir des éléments, à la fois par rapport à la période de transition et... une fois qu'on sera au RMD aussi. L'avantage d'une pêche à RMD est qu'on commercialisera des poissons en plus grande quantité et des poissons plus grands et qui permettront de répondre aussi, d'approvisionner davantage le marché. À l'heure actuelle, on importe 60% de nos produits de la mer. Hein. Donc à partir du moment où on aura une pêche plus abondante, on pourra approvisionner davantage le marché. Les règles de commercialisation s'appliquent indépendamment du fait que les produits soient pêchés à un niveau RMD ou pas. Mais donc je comprends pas très bien votre question à part. Par exemple, on parlait par exemple de l'anchois sur la première table ronde. On parlait de perte de compétences, il y a aussi des pertes de débouchés économiques. C'est plutôt par rapport à ça qu'était ma question, mais je ne l'ai peut-être pas assez précisément. D'où l'intérêt d'avoir un RMD rapidement sur beaucoup d'espèces, pour ne pas perdre justement ces compétences, ces débouchés, ces marchés. La constatation, c'est qu'on a des chute d'anchois, donc on importe des anchois d'autres régions, donc on perd des métiers ici et on perd aussi des possibilités pour des entreprises ici. À partir du moment où l'anchois sera rétabli à un niveau RMD, on n'aura plus ce problème. Donc je crois que la boucle est bouclée. Mais arrêtez de penser qu'on dit toujours que c'est la faute des pêcheurs. Mais si, la pêche à l'anchois, je regrette. La pêche à l'anchois, elle a été fermée avec une obligation de Bruxelles. C'est pas du tout les pêcheurs. Oui, mais d'accord. C'est pas du tout les pêcheurs qui ont demandé la fermeture de la pêche à l'anchois. Automatiquement, les marchés français, on les a perdus. On a demandé la fermeture de la pêche à l'anchois, pas parce qu'on n'a pas dit c'est de la faute des pêcheurs, donc on ferme la pêche à l'anchois. On a fermé la pêche à l'anchois parce que l'anchois était dans une situation critique. Alors, quelle en était la raison? Ça, c'est une autre... mais nous, notre travail, c'est d'assurer que la ressource soit gérée correctement. Donc, à partir du moment où on constate qu'un stock s'effondre, on doit réduire la pêche ou voire la fermer. Mais on ne dit pas que c'est toujours de la faute des pêcheurs. Alors, le problème, c'est que la conséquence, c'est pour les pêcheurs, effectivement.
Mais de toute façon, s'il n'y en a plus, vous n'allez pas continuer à le pêcher non plus. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'arrêter pendant un moment, de manière à ce pour que le stock se reconstitue, et puis de pouvoir redonner la possibilité de le pêcher. Et surtout qu'à l'avenir, il n'y ait plus ces yo-yo sur... ou du moins le moins possible. Bien sûr qu'on n'éliminera pas à 100% des problèmes biologiques ou autres, mais au moins qu'on les réduise au maximum pour éviter ce genre de problème. Mais ce n'est pas toujours la faute des pêcheurs, bien sûr, et ce n'est pas ce qu'on dit non plus. Mais s'il y a un stock qui s'effondre, il faut bien prendre des mesures. Mais les conséquences sont évidemment pour ceux qui vivent de cela. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on évite d'arriver à des situations pareilles pour que les pêcheurs ne soient pas dans des situations pareilles, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Oui, quand vous faites vos mesures de stock, les faites-vous toujours dans les zones de prédilection des types de poissons, exemple l'anchois qui est un poisson côtier, ou bien vous déplacez-vous pour savoir s'il n'y a pas une migration? Moi, je ne vais pas vous répondre parce que c'est pas les. Nous, on se fonde sur les données que nous fournissent les instituts de recherche. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Diffremer. Je ne sais pas qui a posé la question, mais je me suis en haut. C'est une bonne question. Et en même temps, vous répondez, j'allais dire, plutôt dans notre sens. D'habitude, on se fait un peu... enfin, les pêcheurs rigolent quand ils nous voient pêcher là où ils savent qu'il n'y a pas de poisson. Ils ont à la fois raison, et puis parce que c'est sûr que si on veut trouver du poisson, voilà. Mais en même temps, ils ont tort, parce que c'est vrai qu'on a besoin de savoir qu'il n'y en a pas. C'est une information importante, et justement pour vérifier qu'il n'y a pas de modification de l'aire de répartition de la ressource. Bon, pour l'anchois, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'effectivement, on n'a pas pu vérifier au moment où on a constaté un effondrement du recrutement que l'anchois ne s'était pas déplacé très 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 au large. Enfin, je veux dire, au-delà du plateau, de la limite du plateau continental, parce que notre bateau n'allait pas jusque-là à ce moment-là. Ceci étant, les campagnes successives pendant 2 ou 3 ans, les campagnes scientifiques, et là, je pense que les professionnels ont aussi peut-être accepté le diagnostic, même s'ils n'ont pas forcément accepté bien les conséquences. Le partenariat qu'on a mené avec eux, enfin qu'on a mené ensemble, notamment l'embarquement de professionnels sur le bateau de l'Ifremer et l'accompagnement par des bateaux professionnels, ont vraiment conforté notre vision, notre vision commune de l'absence d'abondance d'anchois dans les années 2005-2007. Voilà. Ah, il y a encore une question là-haut. Juste un petit complément par rapport à l'anchois et la collaboration entre les pêcheurs et les scientifiques. C'est une chose qui a très bien fonctionné. Et à la dernière commission nationale sur l'anchois au Comité national des pêches, avec Jacques Massé qui s'occupait de la campagne Pelgas, donc Pélagie Golfe de Gascogne, le constat alarmant qu'on a, c'est qu'on ne sait pas comment on va la financer et que les pêcheurs ne pourront sans doute plus accompagner l'Ifremer. Donc, quand la Commission nous encourage à être les professionnels avec les scientifiques pour travailler en commun et qu'il y avait enfin un programme là qui fonctionnait bien, ben là maintenant, c'est les suppressions budgétaires, comme ça, il n'y en aura plus. Oui, juste une question en tant que consommateur cette fois-ci. En réduisant les quotas et en réduisant la quantité de poissons sur le marché, les prix vont donc augmenter. Comment faire pour que toutes les populations, même en France, puissent accéder à un prix raisonnable à du poisson vraiment comestible et qu'on ne trouve plus dans les grandes surfaces, par exemple des langoustines à un prix exorbitant qui étaient les invendables d'il y a 30 ans. C'est toujours pour moi, hein. Bon, je vous dis, on apporte de nouveau. Hein, il faut constater certains faits. On a
une ressource qui n'est pas en très très bon état, ce qui nous a obligés à baisser effectivement les TAC. Essayons de la restaurer de manière à pouvoir à terme les réaugmenter, comme sur les stocks qui ont... Il y a une quinzaine de stocks qui sont revenus à un niveau qu'on a pu augmenter en décembre cette année. Donc continuons dans ce sens. Maintenant, les consommateurs, ils mangent, excusez-moi, du poulet dégueulasse, ils mangent, les consommateurs veulent aussi des prix bas. Mais il y a des poissons qui ne sont pas très chers. Il y a quand même quelques espèces où on peut trouver du poisson à un prix raisonnable. Je pense que dans les produits de la mer, je pense très franchement qu'il y a une qualité sanitaire, parce qu'on sait très bien, le consommateur sait très bien il doit être attentif à ce qu'il achète quand il achète du poisson au frais. Donc il fera plus attention là-dessus que sur, je vous dis, un poulet qui est fait dans des batteries ou qui est immangeable, mais qui ne coûtera pas cher. Malheureusement. Et là, pour une fois, la Commission européenne ne peut pas faire grand-chose, ni en bien ni en mal. C'est la liberté de chaque consommateur d'acheter en fonction de ses goûts, de son porte-monnaie. Et voilà. Mais il y a quand même... moi, je mange beaucoup de poissons. J'habite dans une ville où le poisson n'est pas nécessairement bon marché. Mais on peut trouver quand même du poisson qui est aussi sous forme de conserve, de surgelé, qui reste dans des prix acceptables pour beaucoup de consommateurs. Je voulais simplement signifier et espérer que des membres de commission au niveau européen basés à Bruxelles, ont eu le bonheur et pris l'initiative de faire une campagne de pêche pour savoir ce que ça représente et la vivre dans leur tripes. Et d'autre part, est-ce que c'est le problème également pour les Verts et les écolos? Alors, en ce qui me concerne, je suis venue au Guilvinec. J'ai fait une journée de pêche sur un chalutier en 2004, voilà, l'année où je suis venue. Et j'ai pas fait une semaine, mais j'ai fait une journée. Bon, je suis pas sûre que sur le bateau on aurait aimé m'avoir pendant une semaine, mais je suis allée voir ce que ça donnait. Je suis bien. Vous savez, bon, je sais qu'on n'a pas une très bonne réputation, mais on est aussi des êtres humains et on sait que c'est un métier difficile. On en est bien conscient et on n'est pas là pour tuer la pêche non plus. Au contraire, je crois qu'on essaie tous, peut-être mal, peut-être maladroitement, mais notre objectif est aussi de donner un avenir pour la pêche demain et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, la Commission propose de nouveau, il y a des organismes de représentation de vous, des professionnels, qui sont là pour nous conseiller, qui le font de plus en plus à travers les comités, les conseils consultatifs régionaux. Il y a le Parlement qui est maintenant de plus en plus impliqué. Donc, utilisez vos députés au Parlement européen pour faire passer vos idées, pour améliorer nos propositions. Vos représentants, vos ministres de la pêche sont presque tous les mois à Bruxelles. Conseillez-les, informez-les, je crois qu'ils le demandent aussi. Et nous sommes tout à fait ouverts à améliorer nos propositions et à trouver la meilleure solution possible. S'il y en a, il y en a certainement. On a déjà amélioré la situation. Je crois qu'effectivement, peut-être pour ne pas finir toujours sur des notes négatives, mais il y a des stocks qui sont redevenus dans un bon état. Donc ce sont des mesures encourageantes. Vous avez ici en Bretagne restructuré le secteur. Je sais que l'Orient a souffert de beaucoup des années difficiles où on a redimensionné la flotte, où on a fermé beaucoup d'entreprises. Mais vous êtes une région qui repart. Vous avez dit tout à l'heure, les pêcheurs sont bien payés. Ben, c'est une bonne nouvelle parce que dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas le cas. Donc, tant mieux si vos écoles maritimes sont pleines de jeunes qui veulent rentrer dans la pêche. Ce sont des bonnes nouvelles. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une politique qui paye aussi quelque part et qu'il faut la continuer et il faut l'améliorer. Et on est là pour ça. Je crois qu'il y avait juste une petite précision par rapport à l'anchois, je crois.
Et juste après, je pense qu'on va passer à la synthèse de M. Perraudot pour conclure les travaux. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails du budget. C'est vrai que la campagne d'accompagnement par des proto-professionnels pour la campagne Pelgaz, c'est quelque chose de très important, à la fois scientifiquement et puis j'allais dire humainement. Enfin, je pense que ça participe beaucoup des relations meilleures que l'on a avec les professionnels. C'était une campagne qui était financée par le FEP. Le FEP ne permet pas de multiplier, de répéter indéfiniment ce genre d'action. Donc là, effectivement, il y a peut-être un problème pour cette année. On a parlé de France Filière Pêche tout à l'heure. On est en train d'essayer de voir avec eux si c'est possible d'assurer la pérennité de cette, enfin en tout cas la continuité de cette opération. Voilà.